Donc, dans cette section 8.2, hein, pour la nommer, qui porte sur la réforme du mode de scrutin ou sur le mode de scrutin au Québec, on va traiter de la question en deux temps. Hein. Dans un premier temps, on va se pencher sur ce qu'on peut appeler une courte histoire, puis une histoire un peu parcellaire, ou du moins avec certains éléments sélectionnés à l'intérieur de cette histoire-là, de la réforme du mode de scrutin au Québec. Hein. C'est cette partie-ci. Et dans la seconde partie, on va en arriver à énoncer une proposition de mode de scrutin pour le Québec qui, on va le voir, est différente de celle qui est proposée actuellement par le mouvement de réforme. Et à l'intérieur entre ces deux présentations-là ensemble, hein, on va constater comment, encore une fois, hein, le régime électoral sous lequel on se trouve, et donc le système électoral à l'intérieur duquel on se trouve, pas le mode de scrutin, mais la réalité de tenir des élections pour choisir des élus, hein, est une réalité qui prostitue hein, ce genre de débat-là et qui nous met dans des situations, en tant que citoyens, en tant que peuple aussi, dans des situations fort malaisées. Donc, sur l'histoire de la réforme du mode de scrutin au Québec, on peut remonter hein, au temps de M. Lévesque où il y avait chez lui hein, la volonté de réformer le mode de scrutin, sauf que quand René Lévesque s'est présenté devant ses députés avec cette idée-là, hein, après une élection où il avait été élu sous le régime électoral ou sous le système électoral actuel, pardon, M. Lévesque s'est frappé un mur, hein, ses députés lui ont dit non. On ne va pas changer le mode de scrutin parce que grâce à ce mode de scrutin-là, là, on a une majorité au Parlement, puis si on enlève ce mode de scrutin-là, on ne l'a plus. Hein. De manière pas heureuse, mais malheureuse pour les citoyens du Québec, hein, le parti d'opposition avait bien sûr la même perspective, surtout qu'à l'époque, il y avait deux grandes formations qui se partageaient le pouvoir, qui se lançaient la balle, tu sais. Et puis donc, ils préféraient pouvoir gérer à tour de rôle le Québec avec une majorité de sièges, donc en trichant sur la volonté populaire, hein, en violant la volonté populaire, en acquérant plus de sièges que ce qui représentait réellement dans la population québécoise, que de faire le sacrifice de ce pouvoir-là hein, pour remettre une représentation juste et équitable entre les mains des citoyens. Donc ça, c'est la première grande étape. La deuxième étape en ce qui nous concerne, c'est un peu la réforme du mode de scrutin, telle qu'elle s'est faite en Colombie-Britannique puis en Ontario. Il y a eu un mouvement du mode de scrutin au Québec auparavant, hein, sauf que la réforme du mode de scrutin au BC, en bon québécois, et en Ontario, rentre un petit peu dans notre histoire, en ce sens que il y a eu des événements là-bas qui ont chevauché notre mouvement de réforme au Québec, et c'est important de les comprendre pour comprendre notre mouvement. Hein. Et donc, de mémoire, en 2007, hein, ou dans ces eaux-là, hein, en Colombie-Britannique, il y a eu une assemblée citoyenne sur la réforme du mode de scrutin qui a été mise en place. Cette assemblée-là, j'en ai parlé précédemment dans la partie 2, hein, dans la section 2, et j'ai aussi parlé de celle qui a été mise en place par la suite en Ontario. Ici, ce que je veux rappeler, hein, c'est que quand on a mis ça en place, dans les deux cas, hein, les politiciens, en bon québécois, ils ont réussi à fourrer les citoyens. Hein, je m'excuse pour le terme, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Hein. En Colombie-Britannique, il y a eu un bon début, hein. Les politiciens, le parti au pouvoir se penchait sur la question de la réforme du mode de scrutin. C'est dit, si nous on fait cette réforme-là, les citoyens vont nous accuser d'avoir, en anglais, tampered, hein, d'avoir joué avec le mode de scrutin puis d'avoir mis en place quelque chose qui va nous avantager. Hein. Puis donc, ils ont recherché une alternative. Ils ont adopté cette idée-là de mettre en place une assemblée citoyenne, donc tirée au sort, pour se pencher sur la question. Cette assemblée-là s'est penchée sur la question de mémoire un an. Hein, et au terme de cette année-là, l'Assemblée lui avait donné lui avait fait la promesse essentiellement hein,
qui allait, peu importe ce cette Assemblée-là allait proposer, si elle proposait un changement aux réformes, au mode de scrutin qui existait, si elle proposait une réforme, que cette proposition-là allait aller au référendum. Hein? Autrement dit, sur cette question-là, le gouvernement a transféré le pouvoir d'initiative référendaire à l'Assemblée citoyenne de la Colombie-Britannique. Je rappelle que l'idée d'une Assemblée constitutionnelle au Québec est directement inspirée de cette expérience-là. Hein? En ce sens que là, on étendrait la sphère de compétences d'une assemblée comme celle-là, puis on mettrait en place une institution permanente pour se pencher sur l'ensemble des questions qui peuvent se poser dans une société. Sauf qu'il y a aussi une autre différence, hein, c'est que bien sûr cette assemblée constitutionnelle-là enverrait des questions au référendum, puis avec 50%, ça passerait. Ce que les citoyens de la Colombie-Britannique, pas les citoyens, mais les politiciens de la Colombie-Britannique ont fait pour violer finalement la volonté populaire, puis la souveraineté populaire, même, j'ose dire, c'est qu'ils ont mis en place une condition absolument ignoble, je pense que ça serait juste d'utiliser ce terme-là pour le dire, ignoble, pardon, qui était que pour être adopté, ils ont dit que cette proposition-là devra avoir 60% de l'aval de la population. Du fait qu'elle a eu 58,3, la réforme n'a pas eu lieu. Puis donc, les politiciens, après le 58,3, se sont pas dit « Ouais, mais c'est quand même un score qui est suffisamment fort, on va l'adopter quand même. » Ils se sont dit non. Ils en ont profité pour mettre ça en dessous de la couverte puis passer à autre chose. Autrement dit, j'utilisais le terme fourré, là, les citoyens de la Colombie-Britannique se sont clairement fait fourrer par leurs politiciens avec ce seuil non démocratique-là. Notamment, c'est un rappel par rapport à ce que j'ai dit précédemment dans l'autre présentation, mais notamment du fait que le parti qui a adopté cette loi-là, lui-même n'était pas élu à 50% des voix. Autrement dit, il y avait peut-être 40-45% des voix pour obtenir une majorité en Chambre, puis ils vont imposer une supramajorité à des citoyens, à la population, puis sur la base que c'est proposé par des citoyens, puis pas eux, mais tu sais, ce qui fait pas vraiment sens, là. Et notamment, un des autres éléments qui est important de retenir, je ne me rappelle pas de la majorité exacte à l'intérieur de l'Assemblée citoyenne de la Colombie-Britannique pour proposer ça, mais c'était de mémoire au-delà de 80. C'était peut-être dans le 80. J'ai 93 en tête, mais peut-être que ma mémoire fait comment dire, tombe dans le péché du wishful thinking, dans le sens que je ne suis pas sûr que ce soit 93, là, mais c'était très très fort. Il y avait vous pourriez fouiller là-dessus sur Internet si ça vous intéresse, mais autrement dit, cette assemblée-là de citoyens elle-même avait une majorité très très forte. Ils sont allés chercher 58% au référendum et néanmoins la réforme ne s'est pas faite. Les politiciens de l'Ontario, étant peut-être plus voulu innover en matière de fourrage, ont aussi fourré, je m'excuserai encore pour le terme, mais maintenant que je l'ai utilisé, je vais peut-être continuer de le faire pour décrire ces deux assemblées-là, ont aussi fourré les citoyens de l'Ontario en mettant en place une assemblée citoyenne pour la réforme du mode de scrutin. Ça paraît beau, tu sais, mais en mettant en place deux conditions ou deux éléments d'organisation qui ont, disons, empêché la population de pouvoir avoir une opinion éclairée sur la question. Le premier élément, c'est qu'ils n'ont pas financé suffisamment la campagne d'information sur cette question-là. Autrement dit, les citoyens, quand ils sont venus voter, ils ne savaient pas tous pourquoi ils votaient. Puis, face à un changement qu'on ne connaît pas, puis rester avec le système qu'on connaît, il y a une tendance à rester avec ce qu'on connaît. Mais pour ajouter à leur perversion, à ces politiciens-là, les politiques de l'Ontario ont aussi tenu ce référendum-là en même temps qu'une élection générale. Autrement dit, les citoyens avaient pendant 30 jours été bombardés de plein d'autres sujets, puis on mentionnait probablement à la marge la réforme du mode de scrutin. Puis quand il est venu le temps d'aller aux urnes, il y avait toute cette question-là électorale, de la campagne électorale qui se posait en tête, qui allait choisir pour gouverner, puis il y avait aussi la question du mode de scrutin. Autrement dit, un parti honnête aurait tenu la question avant,
puis l'élection se serait tenue sur la base d'un autre système électoral. T'sais. Mais là, pour tenter d'avoir un dernier mandat sous le régime pervers du système qui est en place, hein, c'est un régime qui donne une surreprésentation au parti qui a le plus de voix, une surreprésentation énorme qui lui permet d'avoir une majorité de sièges et donc de gouverner tout seul. Cette formation politique-là, donc, c'est permise d'avoir ça, mais en même temps, ça l'a mélangé un peu tout ça en même temps, puis les citoyens avaient plus leur attention penchée sur d'autres choses. Autrement dit, s'il y avait un référendum bien financé, puis avant l'élection ou à un autre moment, hein, pas juste un mois avant ou une semaine avant, là, mais quelques années auparavant, il y aurait eu un débat dans la société plus important. Hein? Les médias auraient appelé les gens à aller voter. Ils auraient dit il y a cette question-là, ou du moins ça aurait suscité l'enthousiasme. Et quand les citoyens de l'Ontario se seraient penchés sur la question, il aurait pu se prononcer de manière éclairée. Hein? Et donc, dans les deux cas, hein, puis je me permets de rappeler peut-être pour une dernière fois ce terme un peu désolant-là, mais les politiciens ont clairement fourré les citoyens. Hein? Tout en utilisant un mécanisme qui fait usage du sort. Donc, il faut être très vigilant puis ça reflète très bien hein, la réalité du système électoral qu'on a mis en place. Hein. Ça reflète en fait à merveille la logique de ce système-là qui, dans une situation où les politiciens se retrouvent en conflit d'intérêts, vont réussir à manigancer puis à mettre en place des conditions qui ne paraissent pas trop, puis que c'est pas évident pour les citoyens pour donner l'impression qu'ils ont fait quelque chose, mais en même temps se ramasser de manière assez stratégique de leur point de vue à bloquer cette réforme-là pour plusieurs années à venir aussi. Parce qu'après le référendum en Ontario, le mouvement de réforme ne peut pas venir et dire, ben là, ça s'est mal fait, il faudrait que ça se refasse. T'sais, ils ont l'air un peu, ils perdent un peu ils ont un petit peu l'herbe coupée sur le pied, hein, puis ils se ramassent à devoir patienter avant de ramener cette question-là à l'ordre du jour. Puis les politiciens, même quand ils vont la ramener, les politiciens vont leur dire oui, mais il y a 10-12 ans, on a tenu un référendum sur la question, puis c'est fini. T'sais. Donc ils vont pouvoir se légitimer avec le faux référendum d'une certaine manière qu'ils ont tenu. D'où, bien sûr, la nécessité d'avoir une assemblée constitutionnelle au Québec et de remettre ce type de pouvoir-là à l'intérieur de ses mains à elle et non pas à l'intérieur des mains d'une bande de politiciens qui, sur cette question-là en particulier, mais sur l'ensemble des questions constitutionnelles, sont dans un conflit d'intérêts flagrant. T'sais, les gens en Colombie-Britannique l'ont même, les politiciens l'ont même reconnu, puis c'était la raison pour laquelle ils sont allés dans cette voie-là. Mais le conflit d'intérêts est flagrant parce que ça influence le destin hein, de leur formation politique. Autrement dit, les deux formations qui ont une chance de former un gouvernement majoritaire, ce qui était la situation traditionnelle au Canada à l'époque, puis ce qu'il est encore dans certains pays, dans certaines provinces, avaient tout intérêt à ce que cette réforme-là ne se fasse pas. Hein? Puis donc, ils ont réussi à la miner de cette manière-là. Au Québec, hein, on a constaté ces choses-là au moment où le mouvement de réforme était déjà un peu en branle. Hein? J'ai été surpris de savoir ou de voir qu'au Québec, il n'y avait pas un très grand enthousiasme pour ce type de procédure-là à l'époque, hein, à l'intérieur du mouvement de réforme lui-même, puis ça a été une première source d'interrogation de ma part. Hein, en ce sens que je me suis posé, parce que je faisais partie de ce mouvement-là à ce moment-là, hein, j'étais coordonnateur du MDN à Québec, donc il y avait le chapitre de Québec qui intégrait le mouvement pour une démocratie nouvelle, hein, et quand j'ai réalisé qu'il y avait cette résistance-là, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que ces gens-là qui veulent une réforme du mode de scrutin, oui, il y a eu ces expériences-là, mais sachant que comment les politiciens ont procédé là-bas, le mouvement pour la réforme au Québec pourrait mettre en place une assemblée citoyenne, je me disais, puis il pourrait mettre en place des conditions très, très claires et dire aux politiciens que si ces conditions-là ne sont pas respectées, qu'on va retirer notre appui au mouvement de réforme puis dénoncer le processus. Comment dire, il y avait quand même une manière d'aller dans ce sens-là au Québec, mais bon, c'est sûr que
face à ce qui s'est passé là-bas, ça n'a pas enchanté nécessairement les gens qui étaient pour une réforme de scrutin au Québec, puis qui avaient une bonne excuse. T'sais. Mais néanmoins, je sentais qu'il y avait comme un autre type de résistance, ou de réticence plutôt. Et je pense que cette réticence-là venait du fait que dans une société, sous un régime électoral comme il existe présentement, donc c'est un système politique qui utilise l'élection pour sélectionner ses élus, il y a d'autres phénomènes un peu cachés à l'œil du citoyen régulier, entre guillemets, puis même moi, à l'époque, je le voyais pas, puis je suis pas certain que beaucoup de gens le voient, qui polluent ou qui influencent ou qui, on pourrait dire, asservissent même un ensemble d'autres acteurs dans la société. Et là, je parle notamment de la société civile. Et ce qui se passe, à mon avis, dans la société civile, c'est que ces gens-là deviennent un peu des interlocuteurs privilégiés face au gouvernement puis aux partis qui sont en place. Et de ce fait-là, on leur donne un peu une importance, on leur donne un petit peu de pouvoir, ils ont l'ouïe du gouvernement, on va les écouter, on va dire oui, 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 pas juste l'ouïe pour écouter, mais on va répéter oui, oui souvent, puis on va s'apercevoir après que ça va être des oui, oui, oui qui cachaient des non, non, non. Mais ça met ces organisations-là essentiellement dans une position d'intermédiaire entre le peuple, puis le gouvernement, mais dans cette position-là, il y a une tentation de ne pas vouloir donner plus de pouvoir au peuple parce que c'est ces mouvements-là qui sont dans cette position d'intermédiaire-là, dans cette position d'intermédiaire-là. Et donc, autrement dit, la mise en place d'institutions citoyennes peut être vue par ces mouvements-là comme s'ils perdaient un peu ce rôle privilégié qu'ils ont là. Ça semble dire à drôle parce qu'on pense société civile, on pense vertu, on pense intérêt des citoyens, on pense changement dans le bon sens, on pense capacité de penser à l'autre avant de penser à soi-même. Mais malgré tout, le régime électoral réussit à rentrer dans les logiques puis dans les têtes, j'ose dire, de ces personnes-là aussi. Ce qui fait en sorte que je pense qu'un ensemble des réticences, bon, il y a peut-être un certain conservatisme aussi chez certaines personnes, je pense que ces réticences-là, chez ces personnes-là, étaient dues entre autres à ça. De manière un peu ironique, après plusieurs années, l'INM a commencé à utiliser le tirage au sort, puis là, on voit certaines de ces personnes-là venir se présenter comme des experts devant le groupe Constitution ou d'autres groupes comme ça, puis une fois que c'est lancé, là, ils changent un peu, enfin, on peut espérer qu'ils changent d'opinion, mais ils profitent de la situation, disons, pour tenter d'encore une fois pousser leurs idées. Mais il y a des gens à l'intérieur du mouvement de réforme, essentiellement, qui étaient fortement réticents à cette idée-là de donner du pouvoir directement aux citoyens par le fait du tirage au sort. Et ces mêmes personnes-là sont en train de vous dire des choses au mouvement constituant. Je n'aimerais personne, là, mais ça me fait un peu rire de voir ça. En même temps, ça me fait plaisir en ce sens qu'ils ont bien le droit d'exprimer leurs opinions, mais en ce sens que peut-être qu'en voyant ça, ils vont un petit peu évoluer aussi, puis changer leurs opinions, puis comprendre que le pouvoir aux citoyens, c'est pas juste des mots, c'est pas juste consulter des citoyens comme si c'était des, excusez-moi de le dire, là, mais j'allais dire des ânes ou des lavettes ou des rubber stamps, mais c'est aussi prendre à cœur l'intérêt de ces personnes-là. Pas seulement l'intérêt, mais pas prendre à cœur l'intérêt. Excusez-moi, j'ai mal dit ça, mais c'est plutôt retirer cette phrase-là, buffer-là de ce que je viens de ma présentation. Il s'agit plutôt de donner un pouvoir réel aux citoyens. Bon, il y a une critique là, que j'ai faite ailleurs sur un peu cette question-là dans la partie 5 par rapport au groupe Constitution lui-même, mais on peut voir que c'est un peu comme la monarchie. Dans le temps de la monarchie, ça faisait sens pour ces gens-là d'avoir un monarque, puis le monarque réussissait, en ayant un pouvoir qui est légitime par un ensemble d'idéologies, puis tout ça, à un peu asservir puis soumettre un ensemble d'acteurs. Il y avait un peu d'opposition, mais à soumettre tellement d'acteurs que ces gens-là devenaient un peu des apôtres de la monarchie elle-même, devenaient un peu les défenseurs de ce système-là parce qu'ils participaient un peu à ce pouvoir-là. Et donc, tout ça
pour en venir à la question de ce mouvement-là au Québec. Hein? Et là, ce qu'on voit, c'est que, bon, on a un mouvement un peu typique, entre guillemets, là, au Québec, on a quand même une société civile qui est plus vivante qu'ailleurs, et donc, on a comme une grande coalition de différentes organisations, hein, qui se retrouvent à l'intérieur du MDN. Il y a les partis politiques, il y a le mouvement des femmes, il y a les syndicats, hein, puis il y a des citoyens un peu isolés aussi, hein, duquel je peux dire que je faisais partie, en ce sens que je ne représentais pas une organisation, mais c'est une coalition de personnes et d'organisations. Hein. Et ce mouvement-là, hein, là c'est un peu après ces événements-là, justement, hein, c'est dit, bon, là, il faut eux, ils ont choisi de procéder différemment, de ne pas aller de pas tenter de donner le pouvoir aux citoyens, hein, mais de tenter de forcer le gouvernement essentiellement à aller dans un certain sens. Et dans cette logique-là encore, hein, ils ont dû un peu procéder de manière stratégique pour s'assurer qu'ils ne froisseraient pas trop les partis en place. Hein. Et essentiellement, leur proposition reste une proposition qui colle plutôt, hein, ou du moins qui pourrait être, qui va créer le moins de changements possibles pour les partis qui sont là. D'une certaine manière, on pourrait le dire comme ça, tout en véhiculant certaines idées que certains acteurs à l'intérieur du MDN ont et que certains acteurs à l'intérieur de la société québécoise ont. Mais essentiellement, c'est cette grande idée-là de coalition. Bon. Puis là, ça a l'air... on peut prendre ça d'un point de vue positif, mais là, c'est l'aspect un peu plus critique dont j'aimerais discuter ici. Le problème, essentiellement, hein, c'est que ce mouvement-là en est venu à proposer, à faire une consultation auprès de la population pour voir c'était quoi, qu'est-ce qu'ils voulaient dans leur mode de scrutin. Puis là, ça reste d'un point de vue un peu vague, en ce sens que les gens vont dire on veut telle chose, tu sais. Mais ils ne sont pas nécessairement conscients des différentes possibilités par rapport aux différents modes de scrutin. Ils ne sont pas conscients de ce que c'est vivre sur un mode de scrutin comme il y a dans certains pays scandinaves. Hein? Et donc, ils ont peut-être probablement un réflexe un peu conservateur sur certaines choses. Ils veulent conserver certaines choses. Hein? Comme notamment l'idée d'un député unique dans la circonscription qui est à nous, là, puis qu'on peut savoir qu'il y a une personne qui appartient à la paroisse, entre guillemets. Et il y a des gens qui vont exprimer ça. Hein? Puis donc, le MDN a procédé, ou du moins dit qu'il a procédé à une consultation large. Je ne peux pas penser qu'il manque, là. Mais puis on retiré certains éléments ou on plutôt isolé certains éléments de ça. Et ensuite, en sont venus à proposer un mode de scrutin qui, selon eux, colle à ces éléments-là. On pourrait faire une critique sur cette alliance-là entre le mode de scrutin qu'eux proposent, puis les priorités qu'ils ont retirées à l'intérieur de la société québécoise. Mais mon point essentiellement est que il n'y a pas eu, sur le mode de scrutin proposé par le MDN lui-même, il n'y a pas eu un débat en profondeur dans la société québécoise. T'sais. Puis avant de proposer un mode de scrutin, ce serait quand même intéressant que le gouvernement pose la question aux citoyens, ou du moins que le mouvement MDN, voici la proposition à laquelle nous on est venus, puis apportez-nous des critiques. Hein. Ce qu'ils ont fait plutôt, c'est qu'ils ont dit voici notre proposition, puis là ils ont fait la mobilisation pour pousser cette proposition-là, hein, essentiellement. Puis les gens ne connaissant pas suffisamment les modes de scrutin, trouvent que ça fait quand même sens. Hein. Mais s'ils connaissaient plus en profondeur, ils verraient qu'on peut y apporter plusieurs améliorations, pas juste mineures, là, mais des améliorations significatives dont on va parler dans la prochaine présentation. Mais essentiellement, hein, on s'aperçoit que la société civile elle-même est un peu inféodée hein, à la logique, pas juste un peu dans ce cas-ci, là, de manière très claire, est inféodée hein, à la logique du régime électoral et que de ce fait-là, hein, s'il y a réforme du mode de scrutin au Québec, on risque de se ramasser, si on suit ce parcours-là, du moins, avec un mode de scrutin que je qualifierais de moyen au mieux. Hein? Puis, si je voudrais être plus critique, à l'intérieur de la sphère des scrutins proportionnels, puis je vais expliquer ce que je veux dire par ça, probablement médiocre. Hein? Pas complètement mauvais, là, en ce sens que tout système proportionnel est mieux que ce qu'on a présentement. Hein? Sauf que dans mon appréciation des choses, ce que les gens du MDN vont proposer,
du fait des contraintes de devoir plaire à tous les partis, c'est un mouvement multipartisan, hein, puis de devoir intégrer des éléments aussi qui émanent de groupes de pression, qu'on pourrait dire à l'intérieur du NDN lui-même, hein, vont proposer un mode de scrutin qui est bon, je le dis entre moyen puis pas terrible. Peut-être médiocre, c'est un peu fort, il ne faut pas exagérer, là, mais ça ne me semble pas être un bon mode de scrutin. Je peux le dire comme ça. Hein. Puis, et donc, hein, à l'intérieur d'un régime électoral, d'un système politique où on utilise l'élection, hein, c'est à peu près le mieux qu'on peut faire. Hein. On peut se faire fourrer par les politiciens comme en Colombie-Britannique ou comme en Ontario, ou se ramasser avec une genre de proposition comme ça. Mais là, il y a un autre problème qui se pose, hein, qui est pas d'une autre nature, mais qui dérive de la nature même du régime électoral. C'est que là, on a un parti au pouvoir, qui est la CAQ en l'occurrence, mais peu importe le parti qui serait là, ça ne changerait pas grand-chose, hein, qui va se pencher sur cette idée-là du NDN, va dire c'est bien beau, mais à un moment donné, ils vont devoir faire de la poutine. Ils vont devoir rentrer dans la poutine législative, puis voir qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme projet de loi. Hein? Puis, incidemment, le mode de scrutin du NDN est un peu compliqué aussi. Je vais vous en proposer un qui est plus simple, mais plus démocratique, puis qui a d'autres vertus. Sauf que ça va être facile pour les gens de la CAQ de tweaker ce mode de scrutin-là, de changer une coupe d'affaires, puis peut-être réduire sa proportionnalité, ce qui serait à son avantage. Je ne suis pas en train de donner des conseils aux gens de la CAQ, là, mais vous comprendrez qu'il y a des choses qui doivent être dites. Hein? Ou, disons, il y a certains éléments, comme il y a un seuil minimal qu'un parti doit avoir pour profiter de la proportionnalité, pour avoir des sièges essentiellement, hein, à l'intérieur des systèmes proportionnels qui est parfois fixé. Et puis là, le MDN mentionne quelque chose comme 3 ou 5 peut-être qu'on pourrait dire 2 ou 5 là. Je pense que eux, c'est 3 ou 5, mais j'aurais tendance à diminuer ça de mon point de vue. Là. Mais évidemment, le parti au pouvoir va avoir intérêt à mettre ça plus haut. Hein? Puis pas juste le parti au pouvoir, parce que toutes les formations politiques présentement à l'Assemblée nationale vont avoir intérêt à ce que ce seuil de représentation-là soit très haut. Hein, donc 4 ou 5 si possible. Parce que ça va bloquer les petites formations politiques qui ne veulent pas, avoir leur siège grugé par ces gens-là. Et donc, hein, malgré tout, hein, malgré que bon, tu sais, il faut quand même être fair avec les gens du NDN. Je veux dire, bon, j'en ai fait partie de ce mouvement-là, puis je connais personnellement pratiquement tout le monde, ou du moins plusieurs des personnes qui sont encore impliquées là, mais ou du moins j'ai fréquenté, ou j'ai vu, ou je connais un peu leurs pensées, tu sais, ou leur manière de faire. Mais, puis tu sais, d'une certaine manière, c'est admirable, oui, des gens se sont organisés pour pousser dans ce sens-là. Le problème, c'est que malgré tout, tu sais, puis je pense que même si on peut avoir un débat fair entre ce que je suis en train de dire et les gens du NDN, je pense qu'on arriverait à la conclusion. Vous écouterez la partie que je vais faire qui va suivre, parce que c'est là que j'ai les arguments un peu différents, qui vont être plus précis, qui vont être proposés, mais en proposant un mode de scrutin différent. Mais, tu sais, je pense qu'il est quand même fair de dire qu'au niveau du débat, là, c'est pas l'idéal. Tu sais, qu'on n'a pas un débat en profondeur sur la question. Tu sais. Puis là, je viens de recevoir il y a quelques semaines une lettre, hein, un courriel là, du président du NDN dans un mass mail, là, qui est dans un courriel de masse, hein, qui dit que peut-être bientôt on va avoir un projet de loi qui va être suggéré à l'Assemblée nationale sur la question. Tu sais. C'est intéressant, oui, mais là, qu'est-ce qui va être dedans, tu sais, puis quels intérêts vont être là, puis quelle volonté il va y avoir là, tu sais. Puis aussi quel débat, tu sais, dans quelle mesure on va pouvoir venir, ou des gens comme moi qui n'ont aucun pouvoir médiatique réel au Québec vont pouvoir venir dire il y a un problème, tu sais, on peut aller plus loin, puis on devrait se poser la question, parce que quand on réforme quelque chose comme le mode de scrutin, on devrait bien le faire pour avoir quelque chose avoir un système électoral qui est le mieux possible. Il ne faut pas oublier que l'État, c'est la plus grande organisation dans notre société. Hein? C'est l'organisation la plus grande, la plus puissante, la plus importante dans une société. Et le système électoral, à l'intérieur de la sphère du régime de l'élection, de ce que j'appelle du régime électoral, hein, reste un élément clé. Ben, peut-être même, j'allais dire mais ça reste un élément extrêmement pivot, hein, de ce régime-là. Et donc, tu
comprenez que si on avait une grande entreprise puis qu'on allait changer quelque chose à l'intérieur du CA puis la direction de cette entreprise-là, pour faire une analogie, qu'on mettrait le paquet pour que ça soit bien fait. Puis là, essentiellement, on va se ramasser avec quelque chose qui va être mal fait, il va y avoir du tiraillage puis de la politicaillerie, puis un résultat qui va être insatisfaisant de mon point de vue. Pour les citoyens, c'est probablement qu'ils s'en apercevront pas au début. Ils vont même être contents, ils vont se dire on a un nouveau mode de scrutin. Mais s'ils étaient informés, ils seraient mécontents de savoir que c'est peut-être pas la meilleure proposition qui va être sur la table, qu'on pourrait aller plus loin puis qu'on pourrait explorer d'autres choses. Ceci pour dire que cette situation-là au Québec, cette réalité-là, puis là, on pourrait la retrouver à d'autres niveaux pour d'autres types de changements. Si on regarde le mouvement vert, lui aussi veut faire quelque chose dans notre société, puis il est face à un système qui l'empêche d'avancer. Mais la nature même du régime électoral crée cette situation-là. Et même si on met en place un mode de scrutin plus proportionnel, on va encore avoir ce problème-là, en ce sens que si on voudrait l'améliorer, on va encore avoir les partis dans notre face qui vont dire là, non, on ne peut pas le faire parce qu'on l'a fait il y a quelques années, d'où la nécessité de faire un bon changement quand on en fait un, mais aussi, ils vont dire, ils ne vont pas avoir intérêt nécessairement à adopter des changements qui amélioreraient notre démocratie. Parce qu'eux vont profiter un peu, là ça va être un peu moins d'une certaine manière, ça va être sur certains éléments peut-être moins dramatiques, mais vont profiter aussi, par exemple, de ce seuil-là, puis du fait que les très petites formations politiques sont balayées, puis qu'ils se ramassent à avoir quelques sièges de plus entre eux. Et donc, il n'y aura personne à l'Assemblée nationale qui va être un grand défenseur de l'amélioration du mode de scrutin après. Donc, tout ça pour dire que encore une fois, c'est nécessaire de mettre en place une assemblée constitutionnelle avec des citoyens qui soient indépendants et qui ne soient pas en conflit d'intérêts comme c'est présentement le cas, et que ce soit ces citoyens-là qui se penchent sur la question. Je me demande si je ne vais pas, peut-être dans un troisième temps, je ne sais pas, là, mais bon, là, je constate que l'histoire de la réforme a été énoncée de manière correcte un peu dans la présentation que je viens de faire, mais je me demande si ce ne serait pas approprié de se pencher sur la question de qu'est-ce qu'on pourrait même faire. Une idée, je peux peut-être énoncer cette idée-là tout de suite, si au cas où je ne revienne pas sur la question plus tard, c'est que on pourrait, bon, dans la mesure où il n'y aura pas d'assemblée constitutionnelle demain au Québec, il faut bien être clair là-dessus, c'est évident, mais dans la mesure où on est face à une réalité politique, il y aurait peut-être une autre solution qui pourrait être abordée, qui pourrait être apportée. On pourrait se dire, puis peut-être que les gens de Constitution, les gens de l'INM, seraient certainement partisans de l'idée, là, mais on pourrait se dire, écoutez, toutes les partis de l'Assemblée nationale, en fait 3 des 4, là, les libéraux ne se sont pas engagés sur la question, mais les 3 autres se sont engagés à réformer le mode de scrutin et à mettre en place une proportionnelle. Donc, il y a un engagement ferme sur la question. Le MDN propose un mode de scrutin, eux vont pouvoir le manipuler, puis moi je ne suis pas d'accord. Puis, c'est pas juste moi contre eux autres, là, mais il y a toutes ces forces-là à l'intérieur de la société québécoise. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la proposition du MDN. Il y a les gens du MDN qui veulent un certain type de changement. Puis, il y a le gouvernement qui, à l'intérieur de ça, va nécessairement être capable de tweaker, pas, j'allais dire améliorer, mais dans ce cas-ci, ça c'est pas vraiment pas améliorer, c'est plutôt miner la réforme du mode de scrutin pour mettre en place quelque chose qui va être plutôt qui va peut-être être proportionnel un peu, mais plus à leur avantage. Dans cette situation-là, est-ce qu'on ne pourrait pas demander au Québec d'avoir une assemblée constitutionnelle, mais avec une condition qui simplifierait la chose éminemment? C'est de dire que il faudrait du culot, là, mais je pense que ce serait légitime. Ce serait une première au monde, puis ce serait fort intéressant de voir ça, puis ce serait nécessairement un bon coup pour l'idée d'une assemblée constitutionnelle citoyenne. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre sur le fait qu'on propose une assemblée citoyenne au Québec, mais qu'il n'y aura pas de référendum, puis peu importe ce qu'elle décide, c'est ça qui va être mis dans la loi électorale. En passant, si on mettait en place le système institutionnel que je propose, je pense que la question du mode de scrutin
dans ces grandes lignes, serait peut-être dans la Constitution. Tu sais, la Constitution dirait peut-être le mode de scrutin est. Si c'est moi qui ferais la Constitution, hein, je vais vous le dire tout de suite ce que je mettrais, on a un mode de scrutin proportionnel et préférentiel. Je vais expliquer ça dans l'autre partie, vous verrez là. Mais la Constitution énonce essentiellement, puis pour la loi électorale elle-même, je donnerais ce pouvoir-là à ce que j'appelle l'Assemblée citoyenne du Québec. Je vous renvoie à la partie 7.1.1. Hein, qui discute de cette idée-là, hein, de mettre en place une seconde chambre du Parlement, mais c'est un des pouvoirs qu'elle aurait. Donc, ce qu'on peut dire essentiellement, c'est que je suis en train de proposer un peu là, une institution ad hoc donc, qui existe puis qui va être dissolue après son existence, qui serait un peu un prototype de cette assemblée-là. Autrement dit, dans mon système, ils peuvent changer la loi électorale par un vote à l'intérieur de l'Assemblée. Ils n'ont pas besoin de passer par le référendum. Hein. Et considérant aussi les deux événements désolants qui se sont passés en Colombie-Britannique puis en Ontario, est-ce qu'on n'a pas un argument assez important pour dire, dans le fond, les citoyens se sont fait rouler là aussi? Parce que, encore une fois, les politiciens sont en conflit d'intérêts. Et donc, est-ce que c'est pas légitime de procéder de cette manière-là? Fait que je lance l'idée qu'on pourrait avoir une assemblée citoyenne sur la réforme du mode de scrutin au Québec qui aurait comme caractéristique très simple de se voir attribuer la fonction de faire la loi électorale, essentiellement. Débattre si on veut une proportionnelle avant, on peut se poser la question si on veut encore se la poser, mais une fois après avoir tenu ce débat-là, ou peut-être même pas en débattre, juste pour avancer, là, à un moment donné, ça fait des années qu'on se pose la question, juste faire cette loi électorale-là et la mettre en place. Il faudrait de l'audace, puis je suis pas partisan nécessairement du pouvoir, du parti qui est au pouvoir, sauf que si ce parti-là a les couilles de faire ça, je dois dire que je serais fort impressionné. Hein? Je ne veux pas dire que je vais nécessairement vendre mon vote, là, mais il faut penser un petit peu au-delà de ça, justement. Là. Puis là, je peux peut-être me permettre je pense pas que les gens de l'Assemblée nationale vont jamais écouter mes présentations, mais ce que je dis, c'est plutôt rationnel. Là. Les gens de l'Assemblée nationale, vous êtes tous en conflit d'intérêts. Les gens du MDN, vous êtes pris dans un système où vous êtes un groupe de pression. Moi, vous le dire de manière claire, là, vous êtes un tas de groupes de pression ensemble. Puis oui, je pense que vous avez quand même des bonnes intentions, mais est-ce que ce ne serait pas mieux que les Québécois se penchent sur votre proposition? Puis je sais que vous allez pouvoir mobiliser les gens du MDN, je sais que vous allez le faire pour dire voici ce que nous on propose, mais que si on donnait ce pouvoir-là aux citoyens, est-ce qu'on ne peut pas être sûr que ça va être un meilleur résultat que si on le laisse entre un ensemble d'acteurs qui vont se tirailler sur la question? Puis tu sais, l'enjeu est quand même pas si énorme que ça. Je veux dire, la CAQ pourra gagner un peu en tweakant le mode de scrutin et en s'accordant avec les autres partis pour le faire. Mais essayons de penser aux Québécois, là, à la population, puis à comment, non seulement c'est important qu'ils soient là, ce serait le fun de voir des citoyens qui font ça, on aurait une expérience de participation citoyenne fort intéressante, mais aussi, évidemment, un mode de scrutin qui sortirait d'une assemblée comme ça. Je ne veux pas être, déplaisant, là, mais ce serait fort légitime. Autrement dit, ce que vous allez faire, là, dans ma tête, ce ne sera jamais. Dans quelqu'un d'obstiné comme moi, je vais revenir dans 15 ans pour dire qu'il faut encore qu'on change le mode de scrutin. Puis ça ne me tente pas. Je préférerais qu'on puisse tenir un vrai débat, une assemblée qui ait le temps aussi. Peut-être qu'on pourrait lui donner 2 ans, étant donné qu'on est plutôt au début du mandat de ce gouvernement-là, lui dire vous avez 2 ans pour faire la loi électorale sur cette question. Je pense qu'en 2 ans, avec tous les spécialistes au Québec, ils ne vont quand même pas proposer une aberration totale. Et puis, c'est évident là, qu'ils vont proposer quelque chose qui va être bien fait. On a les expériences ailleurs, puis on sait que les citoyens sont capables de faire ça. Ils l'ont fait en Colombie-Britannique, ils l'ont fait en Ontario. La seule raison pour laquelle il n'y a pas eu un succès là-bas, c'est à cause de la manipulation des politiciens là-bas. Est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre un petit peu au-dessus de la mêlée
et aller dans un sens comme ça. Je lance l'idée. Hein? J'ai pas, je sais pas, peut-être que les gens du MDN, s'ils m'écoutent, ils vont peut-être se dire, on pourra peut-être la pousser, là, mais je lance l'idée que ça pourrait être intéressant, hein, de, à un moment donné, avancer. Parce que non seulement on est bloqué là, au niveau de ces questions-là, mais ce pouvoir citoyen-là a sa place dans une société, puis ce serait une bonne occasion, hein, d'en faire la promotion, puis de faire la démonstration que ça peut être fait. Et du moins, je serais très, très fier si au Québec, on était le premier État à aller dans ce sens-là. Hein? À donner essentiellement un pouvoir législatif restreint, déterminé, fixe, là, mais à une assemblée citoyenne, puis dire oui, on est capable de faire confiance aux citoyens. Bon, vous connaissez, si vous avez suivi le reste de mes présentations, mes idées un peu sur le sujet. Hein? Je sais que je suis un peu raide des fois, là, mais quand même, j'aimerais ça pouvoir penser que les gens ont un peu de cœur, puis que c'est pas juste une question de pouvoir tout le temps. Puis qu'on peut malgré tout peut-être s'entendre malgré certaines différences. Et donc, bon, cette présentation-ci, ça va être cette idée-là, essentiellement, c'est la conclusion de la présentation. Dans l'autre qui va suivre, on va discuter du mode de scrutin que moi je proposerais. Hein? Puis en discutant, on va expliquer aussi pourquoi ce type de proposition-là, hein, ne peut pas émerger à l'intérieur d'un mouvement de réforme comme on a présentement, parce qu'on n'a encore une fois pas un débat en profondeur sur la question.